On pratique ici l'éclaircissage pour deux raisons. Si ce sont des conventionnels qui reprennent ce terrain, c'est 4,5 hectares qui ont été mis propres, qui redeviendront sales. Mes anciens amis ne comprennent pas ce que je fais, mais ceux qui devraient être mes nouveaux amis ont du mal à m'accepter parce que je leur ressemble pas assez. Mais je suis un homme libre. Donc ok, tu as aligné tes valeurs, ton projet, tes produits, tes clients, tes prix, tout ça est cohérent. Est-ce que tu mesures bien le temps que ça va mettre à mettre en place tout ça? Parce que ça, c'est lent. Il ne peut pas y avoir d'arbres en bonne santé si le sol n'est pas en bonne santé. Donc on va travailler avant tout sur le sol. C'est la première chose d'ailleurs qu'on fait. C'est la première chose que Christophe a fait sur ce terrain. Quelle que soit l'entreprise, sans succès commercial, sans succès économique, il n'y a pas d'entreprise. Donc si je veux que mes arbres grandissent, il faut qu'économiquement le système fonctionne. Donc c'est la première fois. C'est la première fois cette année qu'on va le trogner. Puis on va couper notre origan ici à 5-6 cm et tout ça va basculer là. Et rien que de le manipuler, ça sent bon. Et mon premier job, c'était le béton du tunnel sous la Manche. Donc on est quand même très loin du projet aujourd'hui. J'ai fait une belle carrière dans le groupe Ciment Français qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est là où je suis professionnellement né. J'ai dirigé un gros cabinet de conseil agricole et puis pour la fin de ma carrière, j'ai décidé de faire cela, de monter le projet qui est là derrière vous. Alors qu'est-ce qui m'amène du béton à cette histoire-là? C'est que ce qui est incroyable, c'est combien le monde a changé entre le moment où j'avais 30 ans et où je m'éclatais professionnellement et on pouvait faire des plans de carrière, et puis aujourd'hui où l'horizon est quand même sévèrement bouché. Il s'est passé que 30 ans, mais on a découvert un gros problème qui est le changement climatique qui est dû à l'activité notre activité, à laquelle d'ailleurs j'ai participé, mais en toute innocence. Et là je suis en résistance, je suis comme mon grand-père en 1940 à Boulogne-sur-Mer quand il a vu arriver les Allemands. Il s'est dit on ne peut pas laisser faire ça, et moi je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai décidé pour la fin de mon parcours professionnel de laisser une solution derrière moi. Voilà ce qui m'a amené du coup du béton aux arbres. Cela dit, j'ai toujours aimé les arbres. Alors nous sommes installés en Normandie, parce qu'après le tunnel sous la Manche, j'ai été muté en Normandie. Bon, c'est là où j'ai fait mon trou. On est à côté de Rouen. Le centre de Rouen est à un quart d'heure d'ici. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que quelle que soit l'entreprise, sans succès commercial, sans succès économique, il n'y a pas d'entreprise. Donc si je veux que mes arbres grandissent, il faut qu'économiquement le système fonctionne. Donc être à côté de son marché, même si évidemment le terrain est plus cher, c'est quelque chose de déterminant. Imaginons un client restaurateur qui aurait oublié une botte de persil, une demi-heure plus tard, je peux lui amener et être revenu. Alors après, il y a la difficulté de l'accès aux terres agricoles. Alors ici, il n'y a plus d'agriculteurs qui en voulaient parce qu'on est Natura 2000, on est sous contrôle quelque part de l'administration de deux parcs, celui des Boucles de la Seine et celui de Bretonne. Donc quelque part, ils m'ont un peu fichu la paix sur cette parcelle. Alors ici, on est sur donc une surface qui fait 4,5 hectares. C'est largement suffisant vu ce qu'on voulait faire. Alors, est-ce qu'on peut parler de système agroforestier? J'en suis pas certain. Moi, mon premier projet, c'était de planter des arbres, parce que c'est la façon la plus efficace de capter du carbone. La deuxième chose, c'était de restaurer la vie des sols de la parcelle. C'est aussi une excellente façon de capter du carbone. Et quand j'ai annoncé ça à ma famille, il y a mon fils François, qui n'est pas dans le champ de la caméra, qui a dit « si tu fais ça, je le fais avec toi ». Et là, il fallait faire rentrer des sous un peu tout de suite. Donc, on a créé une zone de maraîchage au milieu du verger, un peu comme une clairière au milieu de la forêt. Alors, sur les 45 000 m² de surface, il y en a 30 000, on va dire, qui sont occupés par le verger, mais on pourra revenir sur ce terme occupé. Il y en a 7 000 qui sont des zones sauvages que nous avons recréées. Donc il y a 2 petits bois, il y a 3 mares, il y a une prairie qui nous a été suggérée d'ailleurs par le directeur du parc ici, c'était une très bonne idée. J'ai parlé du maraîchage, donc la surface de circulation comprise, on est à 3 500 m². Tout à l'heure, je vous ai dit le verger, 28 000 m², c'est ce verger-là que vous voyez, structuré. Peut-être qu'on ira tout à l'heure, il y a un verger où on a imaginé plus tard des animaux sous les arbres, donc un verger avec des tiges qui sont plus hautes. Alors celui-ci fait 4 000 m². Voilà.
Pour ceux qui connaissent la région, vous voyez ces grandes collines blanches qui bordent la côte normande. Ben, le long de la Seine, on a ces mêmes collines blanches. Donc en fait, en dessous, là, à 2-3 mètres, c'est du calcaire. Sur ce calcaire, on a ce qu'on appelle du loess. Le loess, c'est des sédiments qui ont été portés par les vents. Donc c'est un mélange de poussière, de silice, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et un peu d'argile. Je n'ai plus en tête la proportion. Quand on a acheté ça, ça ressemblait à une surface de béton. Alors je m'y connais en béton, hein. Pour la petite histoire, j'ai dû revenir pour faire mon premier prélèvement de sol avec une pioche tellement c'était dur ici. Donc la problématique de recréer du sol et refaire de l'humus, elle était vraiment importante. Une difficulté ici, c'est l'eau. Comme dans toutes les zones où on est en bordure de colline, je montre à la caméra ce que ça donne. En bordure de colline ici, c'est toujours plus humide. On sait ça quand on va chercher des champignons. C'est là où il faut commencer à aller chercher. Donc nous, on est en bordure de colline, parce que vraiment, je ne sais pas si la caméra permet de voir les arbres là-bas, mais là, derrière, c'est le plongeon et en bas, c'est la Seine. Et du coup, ça nous a obligés, mais de toute manière, on l'aurait fait, à créer des mares et à réfléchir à comment continuer d'irriguer ça. Et ça nous a aussi obligés à réfléchir fortement à ce que devaient être nos porte-greffes. Et on comprend bien aussi la cohérence qu'il y a entre avoir des difficultés avec l'eau et la nécessité de refaire des sols riches en humus. C'est la seule façon de stocker de l'eau. Ici, c'était du loess et en dessous du calcaire. On a des veines de silex abominables. Et quand on plante des arbres ou quand on installe des légumes, donc on a enlevé beaucoup de cailloux. Sur 4,5 hectares, on peut trouver des zones qui pourraient être très différentes. Alors il y en a quelques-unes et qui sont à mon sens dues à l'activité humaine, parce qu'avant ici il y avait une petite ferme, il y avait deux étables, hein, François. Alors autour de ces étables on voit que les animaux étaient stockés, la terre est beaucoup plus noire, mais globalement c'est relativement homogène. Alors je vous ai dit qu'on voulait recréer du sol, ça alors on mène une action et chaque année on vient contrôler, et on fait ça avec un gars qui s'appelle Mathias André. Je ne sais pas si vous connaissez Mathias André. On fait des trous un peu partout et on mesure les pH, on mesure la conductivité du sol et on mesure le redox de nos sols. Et ces résultats, je les dépose avec mes comptes comptables au greffe du tribunal. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai inventé un truc ou que j'ai recréé avec un tableau Excel, machin. Non, tout ça est déposé. Et ce que je crois aussi, si vous voulez, c'est que le sol, c'est pas qu'une surface. En matière agricole, aujourd'hui, on achète des surfaces. C'est une erreur. Je pense que le sol peut valoir quelque chose selon la qualité qu'il a. Et quand on veut, c'est comme une voiture, un bijou, une œuvre d'art, on a besoin d'un historique. L'acheteur a besoin d'un historique pour retrouver et pour être certain de ce qui a été fait. Donc nous, chaque année, on mesure ce qui a été fait. Et du coup, les résultats vont dans le bon sens. Et les résultats vont dans le bon sens. Et ouais. Ouais, alors ça, ces mesures, en fait, faut comprendre que c'est les mesures de l'espoir, en fait. En fait, à partir du moment où on refait les choses comme elles devraient être faites, on s'aperçoit que la création est bien faite et que la vie revient, et assez vite. Il y avait des zones, les haies étaient très mal entretenues ici, donc ça c'était des zones qui étaient relativement propres. Il y avait quelques vieux arbres, les machines tournant autour, au pied c'était relativement propre, et ça s'est propagé. Alors il y a en dehors des actions qu'on mène pour refaire le sol, il faut savoir que nous on est labellisé Déméter. Donc, dans les pratiques Déméter, le soin du sol il est extrêmement important. Et donc, une des préparations obligatoires quand on est certifié, quand on est labellisé Déméter, c'est les préparations 500 bousses de corne. En fait, quand on fait ça, on met des milliards de bactéries dans le sol et ça participe évidemment à la restructuration des choses. Alors, on n'a pas fait ça en faisant non plus venir une myriade de camions d'une déchetterie quelconque, hein. C'est la première opération qui était menée ici, c'était un semis d'engrais vert. En avril 2019, quand on a fait notre première mesure de pH ici, on a obtenu une moyenne de 5,2 de pH. C'est extrêmement faible. C'est aussi extrêmement inquiétant de s'apercevoir que les sols agricoles sont de cette nature. Les dernières mesures de pH qui ont été faites au mois de juin de cette année indiquent un retour à la normale. Les mesures de pH en profondeur dans le sol indiquent aussi que ce soit d'ailleurs dans la partie maraîchage ou verger, que le sol s'est décompacté.
Ça, c'était un très gros challenge. Ce qui reste le plus difficile à obtenir, c'est le retour dans la vie du sol. Donc même si on progresse en gros 10% par an. Bactéries, virus, champignons, tout ce que tu veux. D'ailleurs, on voit quelques champignons réapparaître ici ou là. Ça, c'est tout à fait... Quand les champignons réapparaissent, c'est que la vie réapparaît. Pour la petite histoire, la première fois que je viens dans cette parcelle avec François, on vient faire un relevé de plantes. On voit un pissenlit. Tout le reste, c'était du raiggras. Indication d'ailleurs de la pauvreté, de la médiocrité des sols ici, c'est que les plantes qui poussent bien sont le chardon, le fameux chardon Marie. Mais lui, il pousse là où les sols sont compactés. Et puis le rumex. On pourrait vendre d'ailleurs des racines de chardon Marie, ça se cuisine, hein, et du rumex à la tonne. Cela dit, il y en a de moins en moins. On voit bien, hein. Il y a des choses qui apparaissent, par exemple là dans les allées, le trèfle apparaît, il y a des plantes, des fleurs qui apparaissent, il y a de la laitue sauvage qui réapparaît, on voit des pissenlits, on voit, je pense à d'autres animaux, on voit des mottes de terre faites par les taupes. Les bordures de fleuves sont toujours comme les bordures de mer d'ailleurs, c'est quand même des zones qui devraient être plus stables, parce qu'il y a cette masse d'eau, et puis cette air qui est au-dessus de la masse d'eau qui devrait rendre les choses plus stables. En fait, ici, donc on a des variations matin-soir qui sont peut-être moins importantes que celles que mes confrères dans la vallée ont à subir. Alors cela dit, ça c'est un truc que je mesure bien depuis une trentaine d'années et que je mesure bien aussi depuis le moment où on a fait les plans de ce verger. Et aujourd'hui, à quel point la question du climat a quelque chose qui change à une vitesse terrible. Et tu vois, cette année, il est arrivé quelque chose qui n'arrivait quasiment plus en Normandie, c'est qu'on a eu un gros coup de gel le 23 avril, donc très tard dans le mois d'avril, et qu'on a perdu un bon tiers de la récolte. On a eu une année terriblement pluvieuse, ce qui a créé un certain nombre de problèmes. L'an dernier, on a eu une année terriblement sèche. Donc en fait, parler de climat, c'est parler aujourd'hui de désordre. Et on n'a aucune vision, comment sera l'année prochaine, enfin, on n'en a plus aucune idée. Donc donc il faut avoir une stratégie pour se protéger de ça. C'est difficile de parler de climat parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus vraiment. L'an dernier, on a eu des 40 et quelques. Cette année, on a dû avoir une fois 28. On a des matins, il fait 5, l'après-midi, il fait 30. On a le lundi 30 dans la journée, le mercredi, il fait 20. Ça, c'est inédit, ça. En Normandie, climat tempéré par excellence. On était censé avoir des hivers... Parce que moi, travaillant dans le bâtiment, c'est des choses que l'on suivait vraiment très précisément. Ça. Ici, on avait des hivers relativement doux et humides. On avait un coup de froid. Je crois que j'ai dû voir la neige une fois dans les années 90, donc ça remonte à loin, on avait vraiment été bloqués. Mais cette année, par exemple, j'ai l'impression qu'il y avait deux saisons. Une saison de grise et pluvieuse, d'ailleurs c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, qui dure depuis le mois d'octobre dernier. On a eu un été un peu fin août. L'année dernière, on a eu l'été pendant 6 mois. C'est difficile de parler de la question du climat, de la météo, parce que c'est beaucoup trop variable. Alors on reste en climat tempéré, mais avec des extrêmes à l'intérieur de ce climat tempéré extraordinaire. Alors le vent avant, ici, il était vent d'ouest. D'ailleurs, les grands de haies étaient posés de ce côté-là. Maintenant, c'est vent d'est, beaucoup plus froid, beaucoup plus séchant. Ça, c'est vraiment un problème. Et mon pari, c'est que les arbres vont former à ce sujet-là un microclimat. Et c'est pour ça que la zone maraîchage est au milieu des arbres. C'est qu'elle sera protégée. Alors ici, on n'a ni UTH ni UGB. Alors nous sommes deux à travailler aujourd'hui. Alors d'abord, j'ai travaillé les 2 ou 3 premières années tout seul. Après, quand François était libéré de ses obligations, qui m'a rejoint, on est deux. On ne va pas parler d'UTH parce que d'abord, j'ai horreur de ces acronymes. En fait, il y a 2 personnes qui travaillent ici et qui font ce qu'il faut quand ça doit être fait. Donc on est très loin de la conception des 35 heures, cette version administrative et abominable du travail. D'ailleurs, si on avait le temps, je parlerais du travail, c'est la traduction en latin. Il y a 2 mots. Le premier, c'est labor.
qui a donné laborieux, laboureur, qui est le travail pénible, qui est quand on se lève le matin, on a mal au dos, on n'a pas envie d'y aller. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Il y a un autre mot latin, c'est opus, qui a donné œuvre. Nous, on est dans l'opus. Donc nous, on ne travaille pas, on se fait plaisir. C'est la première année où on va vendre des fruits, par exemple. C'est la deuxième année où on vend vraiment des légumes. Au départ, je pensais que j'allais vendre ça à des trucs genre Biocop, etc. C'est pas très bien passé avec ces gens-là. Meilleure relation avec Carrefour qu'avec Biocop, par exemple. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Donc il n'y a rien d'évident dans la vie, hein. Aujourd'hui, on vend à des particuliers. Moi, j'aime beaucoup vendre ça à des familles ou à des enfants. C'est 100% des particuliers. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires à 90%, ça reste des légumes. Mais je t'ai ramené les chiffres ici, ma chère Angéline, et on voit que les fruits, en fait, ils arrivent. Et le vrai projet, il commence à prendre forme. Et tout ça est vendu dans la région rouennaise, là, à portée de bras. Et quand quelqu'un est en dehors de nos circuits de vente, je refuse la vente parce que ça ne serait pas cohérent de faire des kilomètres pour aller apporter un panier de légumes. Nous, on est vraiment sur le moins de carbone possible. Donc c'est un panier qu'on amène le vendredi matin. Et puis donc on a une trentaine d'inscrits, des paniers à 20 € et puis avec des suppléments possibles. Le samedi matin, on fait le marché de la place Saint-Marc, c'est le joli marché de Rouen, succès grandissant. Et puis on vendait un restaurant très sympa qui s'appelle le Café Perdu, des gens qui jouent vraiment le jeu de ce type d'agriculture. Malheureusement, le bâtiment a eu un problème. Et donc là aujourd'hui ils sont fermés, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir réouvrir rapidement. Il y a une date forte, c'est les années 2013, 14, 15. Je travaille au profit de l'agriculture conventionnelle, je comprends que ça ne changera pas. Il faut que je le cite, l'encyclique du pape, Laudato Si, puis là je prends un gros coup de pied dans les fesses. Et puis j'ai des petits-enfants et je me demande dans quel monde ils vont vivre. Comme je te disais tout à l'heure en intro, je me dis il faut faire quelque chose. Donc je décide de finir ma carrière en montant un projet agricole. Et quand j'annonce ça à ma famille, mon fils François à l'époque, qui était un sévère gendarme en Occitanie, tout de go il me dit si tu fais ça, je le fais avec toi. François il parle pas beaucoup, mais on a commencé par lire tout ce qui existait sur le sujet d'une autre forme d'agriculture et à ramasser, c'est vraiment un travail stratégique, marketing, et à rassembler ce qui pouvait correspondre à la zone Normandie, puisque c'est là où nous vivions en fait, hein. Avec cette idée, 1, on planterait des arbres, 2, on savait qu'il fallait restaurer les sols, et puis voilà, et on part avec ça. On lit tout, on rassemble, ça nous a pris quand même 2 années de concevoir ce truc. On tombe sur les travaux d'un Canadien qui s'appelle Stéphane Sobkowiak et qui nous donne l'idée d'organisation du verger. On se dit ça c'est bon, ça correspond. Évidemment on tombe sur les travaux de Jean-Martin Fortier concernant l'organisation des zones de maraîchage, mais on tombe aussi sur alors on tombe aussi bien entendu, c'est archi connu, sur les travaux des gens du Bec et Loing et l'idée qu'on peut mélanger les plantes. Et puis moi ça m'a semblé évident. Moi j'ai toujours été dans les bois, dans la montagne, dans les rivières. Donc ça pousse formidablement tous ces endroits-là sans l'aide de l'homme et tout est mélangé. C'est même, en fait, je ne crois pas du tout à la concurrence entre les plantes. Puis on est aussi tombé, il faut le dire, sur les magnifiques travaux des gens de chez MSV, Vers de Terre Production, etc., etc. Mais si, et d'autres encore. Et puis on s'est dit, tiens, ça correspond à notre projet, ça correspond à ça. Puis après, il y a aussi des zones d'ombre. Donc on voit là derrière les planches de verger. Les associations de plantes dans les vergers, c'est pas très travaillé ça. Il y a un peu le boulot de Madame Le Terme, je crois, conservatoire, sur les bocagères, etc. Il y a des gens qui cherchent. Bon, donc des fois aussi on a tenté des trucs en se disant, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. C'est que ça j'insiste beaucoup. Une ferme, une entreprise de maçonnerie, un club de foot, ce que vous voulez, il faut qu'il y ait des résultats, sinon ça s'arrête. Et si ça s'arrête, ben ici, si ce sont des conventionnels qui reprennent ce terrain, c'est 4,5 hectares qui ont été mis propres, qui redeviendront sales. Donc il faut une cohérence économique. Donc ça c'est mon expérience précédente qui a servi, mais on a vraiment, quand on a fait notre projet, essayé de mettre en ligne les produits, les clients, les prix, ça c'est parfaitement aligné. Donc on savait qu'est-ce qu'on vendrait et à qui on le vendrait.
Vous avez d'ailleurs, je recommande chaudement la lecture d'un petit bouquin qui s'appelle Business Model, New Generation, qui aide à formaliser ça. Moi, je trouve qu'en France, je le dis ici, hein, on axe trop le discours sur la production. En fait, la valeur, elle se crée dans le commerce. Et si vous ne savez pas vendre, c'est mort. Si vous ne savez pas produire, vous appelez MSV Production, ils vont vous dire comment il faut faire. On est en 2015-16. Voilà, donc là, on commence à lire. On formalise, on commence à faire des plans, d'ailleurs les feuilles de mon classeur du verger qui volent. Tiens, on a fait ça, on a commencé par faire ça. Ça c'est quoi? Ça c'est les 130 lignes du verger. Donc, quand on a fait ça, on savait quel arbre on devait planter à quel endroit, qu'est-ce qu'il allait y avoir en dessous, quelle était l'organisation générale. On a fait la même chose pour le maraîchage, quelle plante on met à côté de quelle plante, succède à côté de quelle plante. On a fait ça sur une saison complète, puis après on s'est amusé à faire 10 saisons l'une derrière l'autre. Et derrière ce travail, donc vous avez compris, hein, on lit, on fait notre plan. Derrière, il y a un autre tableau qui est, puisqu'on a mis un pommier ici, dans quelques années, ça fait tant de kilos de pommes, vendu tel prix. Donc il y a bien un plan, je dirais, le dessin du projet en termes de technique, choix de plan, tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y a qui sont liés, il y a un tableau économique. Du coup, puisqu'on fait ça, combien ça coûte, combien c'est vendu, qu'est-ce qui reste au milieu? Et c'est quand on a eu bouclé cet énorme travail qu'on s'est dit on peut y aller. À ce moment-là, coup de bol terrible, on trouve ce terrain qui était une surface de béton. Bon, premier boulot, décompacter tout ça, semis d'engrais verts. Et donc là, on est en avril 2019. Le terrain, on l'avait signé en octobre 2018. Ça s'est d'ailleurs très bien enchaîné, hein, puisqu'on a 2 ans pour faire le plan, on trouve quasiment le terrain au bout. Donc une année d'engrais verts. Ensuite, on a adapté le projet sur un tableau Excel. Hein, on a adapté le projet au terrain. D'où les lignes de 50 mètres, d'où les 130 lignes, mais globalement, ça a correspondu. Globalement. Oui, ça aurait pu se passer autrement, mais ça s'est bien passé. Donc quand on suit sa voie, les trucs s'ouvrent, il faut le savoir ça. Le dessin final, oui, on ne le fait qu'en l'hiver 2018, le début de l'année 2019. Mais là après il se passe quelque chose, on va voir les pépiniéristes, on leur demande de la calville d'août, on leur demande de la pomme d'api, on leur demande un poirier qui s'appelle Président Héron, puis là ils ont des yeux gros comme ça, plus personne ne sait ce que c'est. Et nous voilà obligés. Entre deux, heureusement, on avait rencontré Mathias André. Ouh là là. C'est un monsieur qui a travaillé 15 ans dans les vergers conventionnels. Donc c'est un peu un parcours parallèle au mien. Il a travaillé pour le conventionnel. Qui s'est aperçu que c'était l'impasse. Qui a décidé de mettre son expérience au service de projets comme celui-là. Et qui nous a vraiment aidé à rendre ce projet efficace, efficient. Ça n'empêche pas qu'il soit parfaitement beau, sain et naturel, mais il est aussi efficace. Et donc là, nous voilà partis à la chasse aux arbres. Évidemment, ces arbres-là, pour la plupart, n'existent plus, donc il a fallu faire Internet, les vergers conservatoires, les musées, et on a dû apprendre à greffer, et on a quasiment greffé tous nos arbres. Première série de plantations, hiver 2019-2020, avec des petits essais de maraîchage, on s'aperçoit que ça marche. Et puis 2020, 21, 21, 22, globalement on finit de mettre en place, on met en place les petits fruits, on met en place les plants de campagne. On continue de chasser les variétés de plantes. D'ailleurs, il y en a qu'on n'a jamais trouvées. Et une pomme, je lance un appel au peuple. Si vous connaissez la pomme des moissons, ben merci de nous en fournir, il y a de l'espace pour en mettre. Voilà. Quand François me rejoint, on commence à lancer les opérations de maraîchage sérieusement. Donc ça, on est en 2021, 21, oui, 22, 23, nos 2 premières saisons. Et puis plus ça va, mieux ça va en fait, puisqu'on acquiert de l'expérience, du métier, des muscles aussi, c'est important. Parce qu'on a tout fait à la main, hein. Tous les arbres ont été plantés à la main. Hein. Il n'y a pas de machine ici. On en parlera au niveau des coûts. Alors des arbres fruitiers, il y en a 1800, 1600. Il y a 800 pommiers. Il y a 800, je ne vous le donne pas dans le détail, pêches, abricots, cerises, prunes. Non, il y a plus que ça, puisqu'après il y a les 200... Non, pardon, j'ai dit 1600, il y a 1200, parce qu'en fait, derrière, il y a 200 arbres supplémentaires, les arbres à noyaux multi-axes. Et il y a 800 arbres, dites plantes de campagne. Aulne, robinier,
et arbousier. Alors dans l'historique, si, première subvention touchée cette année, parce que François ayant passé sa DGA, il a appris comment remplir les papiers que nous demande l'administration. Et au motif de notre environnement, de notre action en faveur de l'environnement, on a touché 240 €. C'est beau, hein? L'écueil qu'on voulait éviter, c'était celui de la monoculture. Donc c'est là où l'idée que nous suggère Stéphane Sobkowiak nous a semblé géniale. C'est qu'au lieu de ranger les arbres par variété, on a décidé de les ranger par date de culture, par date de récolte. Et alors, en Normandie, il y a un historique, parce que les anciens Normands, j'ai découvert que les anciens Normands étaient absolument géniaux. Il y a des arbres pour tous les moments de la saison. Donc en fait, au mois de juillet, on récolte la pomme d'Api, après on a la pomme des moissons, on a la poire de Saint-Jean, et puis jusqu'au mois de décembre, ils étaient capables de produire des fruits. Alors on a rangé nos arbres de cette façon-là, donc on a des lignes là-bas tout au bout qui sont récoltées fin juillet, début août. Et puis petit à petit on tourne, exactement comme dans un cadran solaire, et on va aller jusqu'au mois de décembre. Le système il marche sur 3 arbres, donc un pommier, une plante compagne, un 3e arbre. On recommence un pommier, une plante compagne, un autre arbre. Tout ça sur une même ligne se récolte à la même date. Mais ce n'est pas forcément les mêmes variétés de pommes. Nous, on a tenté des aromatiques, des fleurs, un tas de trucs. Alors des choses qui fonctionnent très bien, d'autres moins. Mais globalement, on s'est fait une philosophie. Et ici, il y a 130 lignes de 50 mètres d'arbres à entretenir. Sous ces lignes d'arbres, par pure précaution, à 40 cm en dessous, il y a un goutte à goutte qui est enterré. C'est notre sécurité. Donc cette année, on ne l'a pas utilisé, hein. Mais l'année précédente, on l'a fait fonctionner. Entre les lignes d'arbres, ça doit peut-être se voir derrière moi, je ne sais pas si on fera un tour de verger. Il y a une zone où on n'intervient pas. C'est quand on va tondre, parce qu'en fait je tonds, hein, on va projeter l'herbe au milieu. Quand on va tailler les arbres, on va mettre les déchets au milieu. On n'y va jamais. On va le broyer une fois par an et ça c'est le tas de compost et ça nourrit les arbres. Ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est qu'au pied de chaque poton, on installe de la consoude. Donc en fait l'objectif c'était d'avoir un système qui soit autostable, comme dans une forêt, et pour autant productif. On verra ce que ça génère en termes de charge tout à l'heure. Et sur un sol qui est restauré. D'ailleurs, on le voit bien quand on marche ici. Maintenant, le sol est vraiment souple, un peu comme le sol d'une... Alors, quand on a voulu installer ce verger, quand on est arrivé ici, après avoir réadapté le plan à la parcelle que nous avions trouvée, d'abord, c'est un travail de piquetage, hein. On a mis des poteaux, des machins en couleur. On a fait venir une machine, donc c'est une grosse lame de sous-soleuse pour installer notre goutte à goutte. Alors là, pour le coup, avec une petite pelleteuse, on a installé des tuyaux, parce que le goutte à goutte est alimenté par l'eau du réseau, avec un système de contrôle à l'entrée. Et puis là, on a planté les poteaux. On a planté 2400 poteaux. Alors pour la petite histoire, on a fait ça en 2 jours et demi. Le voisinage n'en est toujours pas revenu. Mais en fait, on a fait une compète à Chambord, où il y a une installation qui est équivalente à celle-là. Ils en ont planté 500 en 1 semaine. Parce qu'il faut guider les arbres. Et les poteaux et les fils de fer, c'est le squelette. Et les muscles, ce sont les branches de nos arbres qui vont suivre ces fils. J'ai oublié de dire une chose très importante. On a installé comme couvre-sol, alors je sais bien que c'est pas terrible, mais je n'ai pas trouvé de solution plus efficace. On a installé des bâches en non tissé, et ça c'est obligatoire. Sinon, déjà avec des bâches, on est envahi, alors sans bâches, sur une surface pareille, ça aurait été impossible à entretenir. Impossible. Maintenant, ces bâches, on n'y touche pas. Donc je les vois vivre très longtemps, mais elles ont 6 ans aujourd'hui, il ne se passe rien, hein. Et puis là, on a commencé à planter. Planter, tout l'hiver planter, du matin jusqu'au soir planter. Et les 2 premières années, j'ai tout planté tout seul. Alors quand il y avait vraiment des gros silex, ou quand François était en permission, ou quand son frère venait me donner un coup de main, là oui, on plantait. Mais on a planté. Il y a vraiment eu 2 gros hivers de plantation, 3 hivers de plantation. Ouais. Mais en fait, le chantier de plantation, au départ, il y a un coup de rein à donner, je dirais, mais en fait, il est tout le temps.
Quand on va tailler nos petits fruits, on va continuer, on va faire des boutures de groseilles, de cassis. Quand un arbre a eu ses racines bouffées par des campagnols, on le change. Et en fait, on entretient ce verger ensuite de façon permanente. Oui, mais il faut installer au départ. C'est surtout là où c'est lourd. Oui, c'est là où c'est lourd. C'est là aussi, je vous ai dit, on a tout planté à la main, mais on avait les bons outils pour faire ça. En fait, des pelles que j'ai trouvées en Allemagne, en acier forgé, on pétait les silex avec. Ça c'est un truc qui n'est pas dans la culture française. On essaye d'économies de bout de chandelle et du coup, on a du matériel, des pelles qui se tordent, des manches qui se cassent. Ouais, avec les fils que j'ai, je pensais qu'on allait casser des manches et j'en ai acheté en supplément. Ben, je les ai toujours. On n'a jamais cassé un manche. On a planté comme des bourrins. Je dis les choses comme elles sont parce qu'on était pressés, parce que j'étais seul. On a planté sans trop de précautions et j'avais dans l'idée que les arbres, ça poussait un peu comme ça. C'est faux. Hein. Bon, cela dit, ceux qui ont survécu, c'est vraiment les balèzes. Je t'ai dit, on a dû tout greffer. Donc là, on a pris 2 risques. Celui que le porte-greffe ne reprenne pas et celui que la greffe ne prenne pas. Ça, si c'était à refaire, c'est un truc sur lequel je reviendrai. Non, nous, et le seul soin au sol qu'on a porté, c'était l'engrais vert. Ensuite, les choses, elles se sont installées un peu toutes seules, je dirais un peu brutalement. Mais bon, quand on voit le résultat, je ne suis pas certain que si on avait passé plus de temps ou plus peaufiné les choses, je ne suis pas certain qu'on aurait mieux fait. Première opération, c'était l'engrais vert. Le deuxième opération, c'était le piquetage. Donc là, à travers l'engrais vert, j'ai juste passé un coup de broyeur pour avoir ma ligne qui était formée. Le sous-solage pour installer le goutte à goutte, ça a un peu défoncé les lignes, mais pas plus. Et puis ensuite, les bâches, les poteaux, les fils de fer. En fait, on n'a pas pris plus de précautions que cela, que de broyer notre engrais vert, avec l'idée qu'il repartirait l'année d'après. Alors il y a des endroits, c'est lui qui est reparti, il y a des endroits, c'est moins vrai. Là, il y a les chardons et les rumex qui sont apparus, normal, sol hyper compacté. On a libéré toutes les graines qui étaient dans le sol, mais on s'est dit si elles poussent là, c'est qu'elles avaient besoin de pousser là. Enfin, c'est qu'il y a une logique à tout ça. Il faut respecter cette logique. Et on voit bien que ça fonctionne d'ailleurs, et on voit bien que ça fonctionne. Donc la création est bien faite. Il y avait de la facélie, il y avait de la coriandre, sarrasin, fenouil, tournesol, enfin il y avait un tas de trucs, c'était trop beau. Et les abeilles se sont gourmandées cette année-là. Et l'engrais vert était semé en avril et jusqu'en octobre. Il n'y avait pas de céréales, c'était peut-être l'erreur, on aurait pu rajouter des céréales. La somme des graines de l'engrais vert, c'est 1300 balles et le coût de tracteur avec machin pour disperser les graines, je ne sais pas si j'ai payé, le mec il a passé 1 heure, j'ai payé 200 €. Les bâches, allez 60 centimes le mètre linéaire, je vous laisse faire les calculs. Le goutte à goutte enterré, la mise en place de tout ça, et y compris la mise en place, c'est le marchand de tuyaux m'a fourni l'adresse du prestataire, j'en ai pour 4000 €. L'ensemble des poteaux à castillage compris, il y en a pour 30 000 €. La main d'œuvre, bah c'est moi, hein. On ne compte pas le temps ici. Non, enfin, on ne compte pas le temps. En même temps, ma journée fait 24 heures, je dors 8 heures par jour, je me lave, je mange, je travaille. Ici, je peux passer 8 à 10 heures, 6 jours par semaine. Puis au début, il y avait ce coup de bourre. Puis après, quand François venait m'aider, je mettais le paquet, mais je plantais. J'avais vraiment cette obsession qu'il fallait que ça soit planté le plus vite possible pour que ça prenne ensemble le plus vite possible. Pour moi, le succès était lié au fait que tout était planté ensemble et fasse un écosystème. Je voulais mettre en place l'écosystème. Mais pour que ça marche, il fallait que tout vienne en même temps. Donc je ne me posais pas de questions, je plantais. Ici, tout a été autofinancé. Mon projet ne rentrait dans aucune des cases de la chambre d'agriculture. En fait, quand je leur expliquais qu'il y avait 2 hectares de fruits, plus 2 hectares de petits fruits, plus 2 hectares de couvre-sol, ils me disaient mais ça fait 6 hectares et vous nous dites qu'il n'y a que 4 hectares et demi. Bon bref, j'ai arrêté de discuter avec ces gens-là, je perdais du temps, j'ai fait le truc à mon idée. Donc ici en fait, j'ai fait à mon idée. Moi je vois comment on aide les jeunes aujourd'hui à s'installer avec les fameuses DJA. Je trouve ça lamentable d'installer des jeunes comme ça. Ça me fout en colère de voir j'ai l'impression qu'on envoie des jeunes GI sur la plage à Omaha Beach en disant bah, celui qui court plus vite que les autres s'en sortira. Ça me fout en rogne.
Pour installer des systèmes comme ça, on a besoin plus de temps que d'argent et on a besoin d'accompagnement. Là, on leur file une somme qui ne correspond pas aux besoins et on ne comprend pas que ça peut s'installer que dans la durée. Donc je vois bien des systèmes qui sont installés un peu à la va-vite parce que vite, il faut faire du chiffre d'affaires. Vite, on baisse ses prix. Vite, on prend le premier client qui passe. C'est pas comme ça qu'on construit une affaire. Une fois qu'on a mis en place le système, ici on a fait une grave erreur. J'ai fait une grave erreur. Alors j'ai fait une grave erreur parce que j'étais sur le maraîchage et ça t'occupe au quotidien. Et je pensais que les arbres, ça allait pousser un peu tout seul, comme dans une forêt. Ça c'est une grosse erreur. Les arbres sont des plantes qui ont besoin de soins et je suis certain d'avoir perdu au moins 2 années bêtement. Et heureusement que Mathias André, mon conseiller, notre conseiller, nous a un peu tanné, puis on nous a dit non les gars, faut. Et je crois que c'est l'été dernier, on a commencé à tailler sérieusement les arbres, puis là on a vu tout de suite la différence. Comment on produit des branches à fruits plutôt que des branches à bois, comment les arbres prennent forme, et là c'est devenu vraiment génial. Donc ici l'entretien c'est quoi? C'est vraiment très important la taille en verre. Je dirais la contrainte par rapport au maraîchage après. En hiver, il y a 2 choses à faire. Nettoyer le dessous des arbres. Alors quand on a des plants de couvre-sol bien installés, ça va très vite. Quand on a des plants de couvre-sol absentes, c'est une planche, on met 1 heure, mais à 2 à bosser, 50 mètres. Et crois-moi, c'est physique. Et quand on en a fait 4 dans la journée, 4 dans la journée ou 4 dans la matinée? Non, 4 dans la journée, on a bien travaillé. Et on est fourbu. Et la taille d'hiver. Et alors, je parle de taille, il faut gommer ce mot. En fait, nous, on conduit les arbres. Donc, on va plus les accrocher. On ne voit pas là, mais on pourra peut-être faire un détail. Comme quand on voit très bien le fil du haut qui indique l'endroit où les arbres doivent arriver, bon, nous, on ne va pas les couper. On va juste leur faire le virage. Et l'arbre, il pousse juste ce qu'il veut, mais on ne l'a pas blessé. Parce qu'une coupe, c'est une blessure. Puis une blessure, c'est un soin. Et ici, on ne veut pas soigner. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de machine, le fait qu'on restaure les sols, le fait qu'on ait mis des plants de campagne partout fait que les seuls coûts liés à l'entretien et la mise à fruit de tout ça, c'est les coûts d'entretien, mais c'est de la taille que nous réalisons, François et moi. Et c'est difficile à chiffrer parce que quand un arbre est jeune, quand un arbre, tu as juste ton porte-greffe et puis 2 petites branches, crac, terminé, je passe au suivant. On voit bien sur les arbres qui sont plus grands, je pense à nos mirabelliers, on peut passer une demi-heure par arbre. D'accord? Ici, nous, on a chiffré installation, arbre à maturité, c'est 2 personnes. C'est l'équivalent du travail de 2 personnes. Avec des pics en hiver en particulier, parce qu'il faut nettoyer sous les bâches et la taille d'hiver. Un autre pic au mois de juillet, qui est la taille en verre, qui est déterminante et qui va faciliter le travail de la taille d'hiver ou de la conduite d'hiver. Je dis taille, mais encore une fois, c'est un lapsus. Et une autre erreur que j'ai faite, c'était de penser que le maraîchage et l'entretien des arbres, c'était contracyclique. Beaucoup de travail, on va dire mars, juillet en maraîchage et puis beaucoup de travail plutôt en hiver. Non, juin, juillet, il y a beaucoup de travail dans les 2 endroits et là, c'est un peu chaud. On commence, en juillet, on commence. Mais les récoltes, pour nous, c'est vraiment le travail le plus facile. C'est pas un travail. Les premières variétés, là-bas, tout au bout, c'est pommes d'api, astrakhan blanc, poire de Saint-Jean. Et puis après, on va de ligne en ligne changer. Et une ligne comme ça se récolte en 1 heure. On a largement fait le tour. Puis là, pour les clients, c'est marrant. C'est des trucs nouveaux. Ça change tous les 15 jours. Il y a des saveurs différentes. Il y a des emplois différents. Il y a un autre très... Alors ça, j'ai parlé des arbres. Il y a la strate en dessous, les arbustes, les petits fruits. Ça se récolte juin-juillet. C'est un énorme boulot. Avec une très grosse difficulté, c'est de trouver des gens pour cueillir. Parce qu'en fait, ici, le problème de cette installation, c'est le travail. Des gens pour travailler et ramasser des petits fruits. On a trouvé heureusement une jeune fille cette année qui devait financer un voyage et qui est venue bosser, très sympa. Elle est au Canada, je la salue. Mais ça, c'est un vrai gros problème. Donc on avait un gros contrat avec Carrefour. On se demandait comment on allait mettre les petits fruits dans les barquettes. Ça a fonctionné, mais c'était tout juste. Donc les petits fruits, gros pic de travail.
Puis un travail qui est en compétition ici en France avec des ramasseurs slovènes, marocains. Donc ça c'est un marché très 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 compliqué, très 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 difficile. Les arbres, il n'y a pas de problème. Puis après les aromatiques, c'est un peu tout le temps. Tu as besoin d'une botte d'origan, je te coupe une botte d'origan, je fais un petit nœud, hop, ça part au marché, 1,60 €. Et il faut bien comprendre que quand on entretient une ligne, on entretient aussi bien le thym qui est en dessous, que la framboise qui est au-dessus, que l'arbre qui couvre tout. Donc pareil, en termes de coût d'entretien, c'est à répartir sur l'ensemble de ces récoltes. Donc là, notre système, il est vraiment efficace. Il y a 2 coups de plan. Le premier, j'achète le porte-greffe moins d'1 €. J'ai trouvé le porte-greffe et voilà, donc ça coûte très peu cher, mais ça va mettre 3 ans à faire une première pomme que je vais faire tomber parce que je vais privilégier d'avoir du bois que d'avoir du fruit. Puis après, j'achète l'arbre déjà greffé. Et il y a des gens, il y en a trop peu malheureusement, qui font très très bien le boulot. Puis là, l'arbre, ça va me coûter 15 € hors taxe. Mais j'ai du fruit dès la 2e année. Alors que quand on part du porte-greffe, il faut attendre 5 ans, 5-6 ans. C'est long. Alors est-ce que je regrette ce choix? Non, parce que si j'avais acheté des arbres déjà formés, j'aurais produit des pommes plus vite ou des poires plus vite, mais que tous les autres produisent. Samedi, je raconte ça au marché, il y a une vieille dame qui passe, elle montre du doigt, elle dit « Oh, c'est une Louise Bonne d'Avranches, une poire que mes parents, alors la dame a 80 ans, elle parle de ses parents, avaient dans leur jardin. Oh, c'est formidable. » Évidemment, tous les autres clients entendent ce que dit cette dame. Elle prend cette poire et les autres nous demandent « Vous en reste-t-il » Non, on en avait ramené qu'une, il n'en restait plus qu'une. Mais du coup, nous, on vend un produit qui est totalement différent de celui de nos voisins, des saveurs différentes, et puis une production santé qui est totalement différente. Non, je ne regrette absolument pas ce choix, c'était le bon choix. Donc nous, notre stratégie pour ceux qui ont étudié le marketing et les travaux de Michael Porter, c'est la différenciation. Oui, alors tous ces travaux, on parlait des travaux d'entretien des planches, on les fait nous-mêmes. On a été formé par Mathias. Quand on a un doute, il vient nous rassurer. Le coût, c'est peut-être sur les 4,5 hectares l'équivalent d'un demi-bonhomme par an, mais en fait, on ne compte pas comme ça, parce que quand je nettoie le dessous de mon pommier, je nettoie aussi les framboises qui sont à côté, et puis l'aromatique en dessous. Pour moi, ça fait partie du boulot quotidien d'entretenir ça, quoi. Donc je ne fauche pas, je tonds. J'ai d'ailleurs récupéré une vieille tondeuse qui était utilisée sur un golf, éjection latérale pour mettre l'herbe pile au milieu. Ça, je le fais tous les 15 jours. Et je le fais tous les 15 jours d'avril à octobre. Donc je vais tondre 14-15 fois. Alors ça, j'y passe 5 heures, 6 heures. Et du coup, je fais une patrouille en même temps. Je pense que quand on plante des arbres, il faut se dire qu'on va marcher beaucoup. Et on patrouille, et on regarde ce qui se passe, et on intervient toujours un petit peu, voilà. Et on va l'interligne, l'interrang, là où on a balancé les déchets de taille, là où on a mis la pomme qui avait pourri, là où on a balancé l'herbe, on va le broyer. On va faire ça 1 à 2 fois par an. Avant, je faisais ça avec un tracteur et un gros broyeur, et je bouffais 40 litres de gasoil dans ma journée. Et aujourd'hui, je le fais avec Sylvie Desvignes, sa société s'appelle Aux Couleurs du Cheval, un magnifique cheval qui vient tirer un broyeur qui a le moteur pour lui. Et du coup, on fait le même boulot sans bousiller le sol, et on est passé de 40 litres de gasoil à 10 litres de gasoil. Et elle fait ça en une journée quand elle ne casse pas ses outils. C'est un petit coucou à Sylvie. Hors achat du terrain, l'ensemble du système, donc maraîchage compris, ruche comprise, les 2 petits bâtiments qu'on ne voit pas compris, la serre comprise, tout compris, il y en a pour 180 000 €. Et le terrain, je l'ai payé cher, mais je vous ai dit, pour moi, il y a la notion de fonds de commerce, et être à un quart d'heure de Rouen, c'est... J'aurais pu acheter du terrain beaucoup moins cher au fin fond de je sais pas quelle campagne et sans clients autour. Donc ça, j'aurais payé trop cher, même si je ne l'avais pas payé assez cher. C'est la bouse de corne préparée. Alors c'est un truc, on n'y comprend rien, c'est pas grave. En France, on ne l'a pas étudié. L'université d'agronomie de Milan a étudié ça. Elle a découvert que c'était des cultures de bactéries anaérobies. Et évidemment, c'est ce dont le sol a besoin. Et oui, globalement, on ne met que ça. On met 100 grammes par hectare. Allez, 2 fois par an.
voilà, 200 grammes de matière par an, par hectare. Non, le reste, c'est l'herbe, L'an dernier où il avait peu plu, on avait quand même 1,60 m d'herbe là au milieu. Cette année, on a dû faire 2 mètres, tellement il y en avait. C'est les feuilles des arbres. Et puis plus les arbres grandissent, plus ils déposent au sol. Je m'étais dit, si j'élimine les machines, j'élimine le coût de la machine, l'énergie de la machine, l'entretien de la machine, le bâtiment pour stocker la machine, si j'élimine les engrais, etc., l'assurance de tout ça, les formations inutiles, parce que tu sais, quand on met des produits, il faut avoir la formation pour mettre là. Donc en fait, nous, je le fais un peu de façon exagérée, mais on a construit un système de production agricole où il n'y a pas de coût, puisque l'écosystème nous rend les services dont on a besoin. Faut pas aller chercher plus loin, si tu veux. Tout est là à notre disposition. Il faut accepter ça. Alors même si on ne comprend pas tout, je te parle de la biodynamie qu'on pratique. Très sincèrement, des fois, j'ai l'impression d'être panoramix. Hein. Mais ça marche. Alors donc moi, je ne vais pas chercher midi à 14h. Hein. Ça marche. Hein. Donc ici, les coûts, c'est l'expert comptable. C'est l'assurance comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est les labels. Ici, on est certifié bio, on est labellisé Déméter. C'est 2 sécateurs par an. Les poteaux, ils sont garantis 25 ans. Le système d'accastillage, tu vois, c'est un truc un peu particulier. Ça monte et ça se démonte. Ici, on n'a pas d'emballage. On livre les produits dans des caisses qu'on récupère. On reprend la caisse vide, on donne une caisse pleine. Donc ici, on a beaucoup investi de notre temps, de notre santé, un peu de notre argent, mais ça c'est moins grave. Et on a construit un truc qui est stable. D'ailleurs, le soleil est d'accord. La première valorisation, c'est de vendre le produit. Enfin, là, on n'en prend que le fruit. Les feuilles vont par terre, le bois va au milieu, il est broyé et on forme notre sol avec ça. Idem pour les framboises, etc. Tu te souviens, j'ai dit qu'il y avait une zone de maraîchage au milieu. Alors, la zone de maraîchage, elle est très contraire aux principes qui sont ici. Elle n'est pas du tout stable puisqu'on va exporter beaucoup plus qu'on importe. Mais vu qu'ici, sur 3 hectares globalement de verger, on est en surplus de production de carbone, le trop de branches va être broyé et mis dans le maraîchage. Et donc ça nous fera 30 000 mètres carrés qui pourraient nourrir 3000 mètres carrés. Je pense que le rapport, il est bon. Il y a une dernière valorisation à laquelle on y pense, mais on n'a pas le temps d'y travailler. Il faudrait qu'on soit capable de transformer ces fruits. Je te parlais tout à l'heure de la difficulté de vendre les petits fruits. Non, si on faisait des confitures, de la gelée, des jus, machin, c'est beaucoup mieux. Mais Rome ne s'est pas fait qu'en un jour. Donc, on n'est que 2, on devrait être 4. Donc avis à ceux qui veulent nous rejoindre. Le système est à tiroir. Ah oui, j'ai oublié de te dire une chose, c'est que nous, on a prévu d'avoir des animaux là-dessous. Alors, ça tombe bien, tu arrives aujourd'hui. Hier, on a installé la porte du poulailler. C'est pas une blague, la porte est arrivée hier. Donc en fait, on va voir des poules naviguer là-dessous. Ça fera un insecticide supplémentaire, et puis ça fera de la volaille de chair supplémentaire, puis ça fera des caca de poules supplémentaires. Les animaux, on en avait mis dès le départ. Les oies ont bouffé un tiers de nos greffes, et les poules, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, elles allaient gratter le maraîchage, et elles mangeaient de préférence les fraises des bois, les framboises et après les vers. Bon, on les comprend. Et donc on a viré tous les animaux, et on a réfléchi. Alors évidemment, la solution, ça aurait été de barricader le verger, de laisser les poules dans les allées. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Les animaux ici, dans le verger, ça fonctionne à condition de contrôler leur accès au verger ou leur non-accès au verger. D'où la nécessité de construire des enclos. On libère les animaux ou on libère pas les animaux, mais c'est nous qui les pilotons et c'est pas nous qui nous en défendons. Voilà. Sur une surface pareille, il y a un gars dans la Manche qui a fait des travaux là-dessus tout à fait intéressants. Je crois qu'il arrivait à 60 poules à l'hectare, 30 oies, des cochons, machin. Alors après, on tombe dans la bêtise française administrative. Je crois qu'à 60 poules, on est tranquille. À 250, il faut commencer à déclarer. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder à remplir des papiers.
Donc j'irai jusqu'à ce que la limite administrative me le permette. Un arbre en gros, c'est 15 à 20 kg de fruits, c'est valorisé 3,50 €. Je vous laisse faire ça fois 1600. J'ai oublié de dire, mais on a aussi planté des vignes. Donc il y a 260 pieds de vigne, ça fait, on en mangera ce midi. Ça fait pareil 15 à 20 kg de raisins par an à maturité. Donc en fait, si je fais la somme de tout ça, hein, sans compter les aromatiques, sans compter les rhubarbes qui sont en tête de ligne, sans compter, il y a un tas de choses qu'on n'a pas comptées, on arrive, alors nous on multiplie ce potentiel par un truc qu'on appelle TDS, taux de succès. On n'aura jamais les choses à 100%. Donc nous, notre taux de succès, on l'a mis à 80. Le potentiel ici, que de la partie G, si ma mémoire est bonne, c'est 260 000 €. Plus 50 000 de légumes. Et ça, quand on a construit le schéma économique, on s'est dit potentiel de chiffre d'affaires autour de 300 000, 30 000 € de frais. Alors les frais, amortissement compris. On divise par 4. Moi, ce que je voulais, c'est obtenir un système qui permette à 4 futurs jeunes agriculteurs de se mettre 2 000 € net dans la poche. Parce qu'être smicard, c'est pas une ambition, mais vouloir vivre comme Elon Musk quand on fait des biens alimentaires, c'est très déraisonnable. Donc je me suis dit, ils sont à 4 à mettre 2000 balles dans leur poche, je pense qu'on est dans le raisonnable. C'est mon appréciation. Et à partir du moment où on a vu qu'on pouvait sortir 4 fois 2000 balles, 12 fois par an, plus les charges, on s'est dit, bon, on arrête là, ça sert à rien de compter plus. Après, ils feront ce qu'ils veulent. Enfin, moi, je me suis dit, après, ils feront ce qu'ils veulent. Il y en a un qui se barre, il ferme le maraîchage. Il y en a un de plus qui vient, ben, il double le nombre de poules ou il transforme des trucs. Mais voilà. Par contre, ça, il faut comprendre que ça met du temps à se mettre en place. Donc, autant la partie maraîchage est rapide. Tu sèmes un radis, 21 jours plus tard, tu le récoltes. Autant les arbres, ça ne marche pas du tout comme ça. Et c'est plus lent que ce que je pensais. Et c'est d'autant plus lent, qu'on a fait l'erreur au départ, j'insiste lourdement là-dessus, de ne pas considérer l'arbre comme une plante dont on doit s'occuper dès le premier jour. Ça, on a perdu beaucoup de temps. Mais cette année, on fait nos premières vraies récoltes de pommes. On a restauré les mirabelles l'an dernier, on a sorti de la mirabelle. Puis tout ça est plutôt fameux, puisque vu qu'il n'y a pas d'engrais, vu que ça pousse à la vitesse où ça doit pousser, ben, la concentration de saveur est formidable. Donc il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on produit de plus en plus, parce qu'on gagne en linéaire de branches, en expérience, il faut construire une clientèle qui va elle-même être capable d'absorber ça. Donc il faut faire monter de façon parallèle son volume de production et la capacité de sa clientèle à absorber tout ça. C'est la grande force, de ne pas avoir de stockage. C'est un coût en moins, c'est de la fraîcheur garantie au client en plus. Et je trouve plus malin d'amener du travail de cueillette pendant 6 mois au quotidien que de faire venir une équipe de Marocains, parce que c'est beaucoup eux qui font ça, cueillir tout pendant une semaine et me mettre tout au frigo. Je trouve ça complètement stupide. Non, ça c'est une grande force de notre projet. Nous, on n'a que des produits frais. Et ça, les clients le savent bien. Et ils comprennent très bien pourquoi on change. Mais cette clientèle, il faut la rassembler, puis il faut la former petit à petit. Et ça doit croître. Donc c'est deux ensembles qui sont dissociés de production et de clientèle, ils doivent croître en même temps. Ça, c'est un vrai travail aussi que d'entretenir sa clientèle et entretenir ses arbres. C'est deux boulots qu'il faut faire en même temps. Il faut développer les deux compétences. Alors tout ça, c'est bien joli, on a sa production qui croît petit à petit, on a ses clients par bouche à oreille, ça se passe ce qui croît petit ensemble. Et puis il peut y avoir un accident, le facteur limitant. Dans le bâtiment, on disait, un truc qu'il ne faut pas répéter. Pierre Dac disait du mou dans la corde à nœud. En fait, nous, le facteur limitant ici, c'est l'eau. Je pense que c'est le seul. Cette année, on avait envoyé un avis de hausse à nos clients, en leur disant tout augmente. Le pétrole augmente, le gaz augmente, tout augmente. Même les assurances qui sont produites sans pétrole, sans truc, sans machin augmentent. Mais nous, l'avantage de notre système, c'est qu'il est fonction des cours du jus de cerveau et de l'huile de coude. Or, le jus de cerveau et l'huile de coude ne subissent pas les variations de cours que peut subir le pétrole. Donc nos prix sont restés les mêmes. Ça fait 3 ans que nos prix sont les mêmes. Et pourtant, on est plus. Et en fait, ça, encore une fois, c'est la grande force du système, c'est qu'il est stable et donc économiquement, il est stable. Par contre,
C'était il y a 2 ans, je crois. On a failli toucher la limite en matière de flotte parce que nos sols n'étaient pas comme ça. Il faut bien comprendre que les arbres qui poussent, ça va nous faire de l'ombre. En fait, plus on va avancer en âge, plus on va être protégé. Mais là, nos jeunes arbres pouvaient être fragiles. Donc l'an dernier aussi, on a fait fonctionner notre goutte à goutte irrigué. D'où le goutte à goutte irrigué. L'an dernier, on a utilisé 200 mètres cubes d'eau pour 500 €. Alors moi, je ne veux pas arroser comme un forcené, parce que je veux que l'arbre s'habitue à avoir soif et qu'il comprenne que l'eau, elle est en dessous. Il faut que sa racine descende. Donc même s'il me dit, donne-moi de l'eau, c'est comme des enfants, quoi. Si on les gâte, c'est ce que j'expliquais à mes fils. Le volume de ça dépend de ce que vous mettez ici. Et c'est notre sécurité. Mais le facteur limitant, c'est l'eau. En Normandie, avec un sol refait qui stocke de l'eau, avec de l'ombre grâce aux arbres, avec des haies au pourtour qui coupent le vent, on devrait être... Je fais le pari que ça sera pas mal. L'ombre peut-elle être un obstacle? En fait, pour les arbres, non, évidemment. Pour ce qui est en dessous des arbres, les petits fruits préfèrent vivre à l'ombre. Et puis notre système d'allées fait que malgré tout, puis comment on s'est orienté est-ouest ici, hein. Donc en fait, ça mûrit, ça a la même dose de soleil de chaque côté. Et en fait, chaque ligne est comme une lisière. Et c'est les zones les plus riches. D'ailleurs, quand les sangliers viennent ici se balader, ils se baladent que le long des lisières. Quand les poules, quand on en avait venaient gratter, c'était le long des lisières. Donc on n'a pas ce phénomène-là. On aurait pu avoir de l'ombre, c'est sous les grands arbres qui sont derrière nous, qui sont la frontière avec notre voisin. Puis en fait, ces grands arbres, alors ils apportent de l'ombre, mais ils protègent du gel. Donc paradoxalement, cette année, on a eu des prunes sous les grands chênes. Les autres ont gelé. Donc on n'a pas ce problème d'ombre. Comment on l'a géré? Avec un ordinateur qui simule. Et on a fait ça avec Mathias. D'où l'interligne de 4 mètres. Et des arbres d'une hauteur de 3 mètres. Oui, il ne faut pas laisser les arbres pousser trop. L'espacement entre les arbres, quand ce sont pommiers, poiriers, c'est 3,50 m. Et quand ça concerne une pêche ou un abricot, c'est 4,50 m. C'est ça, hein. Globalement, c'est ça. Puis après, on bouche les trous. Et alors, cette idée folle que les plantes se font concurrence, qui c'est qui a inventé ça? C'est un mec qui n'est jamais allé dans une forêt? Ou qui n'a jamais regardé ne serait-ce qu'une pelouse? Il y a quoi dans une pelouse? Il y a un tas de trucs, avec les uns qui nourrissent les autres. Dans notre zone de maraîchage, on a installé une mille-pas. Pour celui qui n'y connaît rien, ça a l'air d'être un peu le bazar, mais en fait, toutes ces plantes se complètent, se protègent. Alors, la mille-pas, c'est un mot employé par les Indiens du sud de l'Amérique. Les Indiens du nord de l'Amérique, ils parlaient des 3 sœurs. En fait, c'est la même conception. Ça veut dire que c'est 2 civilisations, les Hurons du Canada et les Incas du Pérou, ils se sont connus. En fait, c'est un système de 3 plantes. Un maïs qui sert de support à un haricot qui nourrit tout le monde parce qu'il dépose dans le sol l'azote de l'air qu'il capture et le dépose avec ses nodosités. Et puis une courge avec ses grandes feuilles qui va empêcher d'autres plantes de venir perturber ce trio. J'allais pas dire ce ménage à 3, ce trio. Et voilà, on a planté ça là et ça fonctionne très bien. Alors on a eu un lièvre qui est venu manger l'écorce de nos arbres. Il fallait tuer ce diable de lièvre. Et puis en fait, en tondant, j'ai découvert le nid, j'ai vu les 2 petits lèvreaux. C'était tellement mignon qu'on s'est dit tous les deux, on ne peut pas faire ça. Donc on l'a laissé bouffer l'écorce de nos arbres, et bien nous en a pris, parce que tous les arbres sont repartis. Donc ça aussi, c'est idiot de vouloir, pareil, c'est très européen, une mouche qui vole, pchit, insecticide, un champignon qui passe, pchit, fongicide. On a commencé à vendre des légumes en l'exercice 2022. On a vendu 16 000 € de légumes. On a trouvé nos premiers clients et sur nos 1000 et quelques mètres carrés, on s'était dit tiens, voilà. Et François et moi, on travaille vraiment, donc les méthodes de la qualité, faire, décrire, améliorer le système. Donc l'année dernière, on est passé à 26 000 € de légumes. Cette année, on va faire encore mieux et cette année, on aura notre première récolte vraiment de fruits. D'ailleurs, j'avais ramené quelques éléments chiffrés, mais notre 3e produit vendu aujourd'hui, c'est les framboises, ce qui n'était pas le cas. En fait, en 2022, tu prends les 10 plus grosses ventes, c'est des légumes. Cette année, la 3e vente, c'est des framboises.
Les pommes vont venir, évidemment, là on est au mois de septembre, donc on commence juste à les vendre. Et en fait, autant avec les légumes, on arrive vite au maximum de ce qu'on peut faire, donc on a encore des progrès à faire. Avec les arbres, je te l'ai dit au départ, il faut beaucoup plus de temps, puis après c'est exponentiel. Nous aujourd'hui, on n'a rien prouvé, hein. C'est le début de l'aventure. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des arbres qui ressemblent à quelque chose et qu'on ne peut pas avoir d'augmentation de coût. Puis maintenant 1 an et demi, avec François, on fait beaucoup plus attention à répartir notre travail entre verger et maraîchage. Ça, c'est une grosse erreur qu'on a faite, c'est de se laisser, surtout que le maraîchage, tu as ce quotidien, ce rythme, ça va plus vite, ça a l'air d'être plus marrant. Donc là, nous, on fait bien gaffe. Donc nous, on travaille qu'avec ça. Au mois d'août, septembre, en ce moment, on fait le plan de l'année prochaine. Donc on dit, tel endroit, on va planter tel truc. L'entretien des arbres, on va le faire à ce moment-là. On va organiser notre temps en se servant du calendrier lunaire. Non pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, j'en ai rien à foutre, mais à un moment donné, il faut planter des radis. Donc si le calendrier nous dit c'est le mardi, ben on le fait le mardi. Tu vois? Voilà. Et on va, donc là, on est en septembre 2024, on commence à remplir notre agenda de 2025. On va faire nos commandes en septembre-octobre. On va faire de graines, mais on va aussi dire, tiens, sur cette ligne-là, il manque tel arbre. J'ai découvert les greffons de tel autre arbre. Alexandre, à qui j'ai confié la greffe de prunes de Montfort, va nous les livrer cette saison. Et donc, on planifie tout ça. Première chose que l'on fait, paradoxalement, c'est que j'oblige François à prendre des vacances, parce que sinon, il n'en prend pas. Et je l'oblige à fiche le camp d'ici. Donc, on va marquer nos vacances, on va marquer la date du mariage, de machin, etc. Puis ensuite, on va remplir. Bon, tous les samedis matins, on sait qu'on fait le marché. C'est pas la peine toujours d'y aller à deux. Les jeudis, pour les paniers du vendredi, et les vendredis, pour le marché du samedi, il y a cueillette. Moi, tous les vendredis matins, je livre. Et donc, on va remplir ça. On va remplir ça. Puis après, quand on va démarrer la saison, on n'est plus avec cette préoccupation de se dire « Ah, il y a ci à faire, il y a ça à faire ». En fait, après, nous, on est dans l'exécution du plan. Donc, on va se consacrer sur comment on fait bien ce qu'on a prévu de faire, plutôt que de se dire en même temps, bon sang, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai oublié de commander les graines. En fait, si tu veux, on se libère d'une pression mentale qui est forte, parce que nous, on est dans l'exécution du plan, et la préoccupation, c'est comment on fait bien ce qu'on a prévu qu'on devait faire. Quand c'est fait, on rentre chez nous. Tant que c'est pas fini, on reste ici. Il y a une vraie surcharge en été, et puis il y a une vraie sous-charge en hiver. En hiver, on ne fera pas du tout de maraîchage, on fera que tailler. Ça se fait de façon beaucoup plus tranquille, les journées sont plus courtes. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on a un projet de ce type-là. Et moi, je connais des gens qui sont maraîchers, qui se lancent dans les arbres. Il n'y a pas un. Eux, ils ont déjà une clientèle. Il y a des gens qui comptent sur eux pour leurs légumes, etc. Ils ne pourront pas tout d'un coup se libérer. Donc, il faut qu'ils aient bien ça en tête. Nous, c'est différent parce qu'on a d'abord voulu planter un verger. Donc, c'est le maraîchage qui va s'adapter. Mais les arbres, il faut s'en occuper. C'est pas si contracyclique que ça. Ça demande des vrais savoir-faire qui sont rares. Savoir tailler ou conduire un arbre, ça s'apprend. Il n'y a pas tant de conseillers qui savent faire que ça. Moi, je connais que Mathias qui fait ça vraiment très très bien. Donc, il faut bien penser à ce que ça va donner dans le temps court sur une année, puis dans le temps long, parce que l'effort qu'on fait sur les arbres, contrairement à l'effort qu'on fait sur le maraîchage, le fruit est dans le temps long. Et puis paradoxalement, si on ne met pas son système un peu en place tout en même temps, on n'obtient pas l'effet écosystème qu'on recherche. Donc là, il y a vraiment un équilibre à aller rechercher entre la masse que j'installe et puis le temps, l'argent et la patience que je vais devoir mettre sur investir pour attendre le fruit de tout ça. Alors quand il y a plein de travail et que ça dépasse mes 10 à 12 heures de capacité de production par jour, les fruits tombent par terre. C'est pas vendu. Mais vu la masse, quelque part, on s'en fout. Alors après, il y a Églantine, je t'ai dit, cette année, qui est venue, je fais signe par là, parce qu'en fait, elle habite pas très loin, qui est venue nous aider, tant mieux. Là, on a eu recours à... On a pu bénéficier de ce service, mais quand c'est plein, si tu veux, ça sert à rien de se prendre la tête outre mesure. Alors oui, là pour le coup, c'est les fruits qu'on a sacrifiés. Le verger, la tonte des pelouses, le broyage et la taille des haies, 2 fois par an, c'était 230 € d'essence. Donc tu vois, c'est vraiment... Par contre, aller livrer, venir travailler à les livrer, 2400 € de gasoil.
Donc ça, à part passer sur une voiture, une camionnette électrique avec des panneaux solaires installés sur les toits de nos bungalows, je vois pas comment faire autrement. Mais je suis pas assez technicien sur ces sujets-là en plus pour me décider. Mais je vois bien que c'est le point qui est à régler. Et donc évidemment, étant très autonome, on est très résilient. J'ai pas d'interaction avec la chambre d'agriculture parce qu'on fait un truc qui les dépasse. On a eu une franche rigolade avec les gens de la DDTM quand on a fait notre première déclaration PAC parce que alors ils trouvaient trop bien notre système, mais en même temps rien ne rentrait dans aucune case. Ou trop peu de choses. Ça collait pas parce que mettre des petits fruits sous les fruits, c'est pas prévu dans le logiciel si tu veux. Alors quand en plus de ça tu mets des aromatiques sous les petits fruits qui sont sous les fruits, alors là ça devient la panique générale. Mais ça se fait dans la bonne humeur, mais c'était quand même assez marrant de voir à quel point le système nous contraint. Il y avait des subventions qui étaient possibles au parc naturel, mais c'était des subventions pour l'innovation. Mais il fallait que ce soit des innovations qui aient déjà été pensées par eux, donc c'était évidemment pas des innovations. Donc évidemment on cochait aucune case. Donc en fait et c'est certainement très malheureux, puis je dirais un autre mot à la fin. On n'a aucune relation. J'ai tenté, mais on n'a aucune relation. Je pense qu'il y a une dernière distance. Il y a peut-être mon âge qui fait que j'ai pas de relation avec mes jeunes confrères, ou peu. Mon expérience, le fait que moi je sois quelque part dans la recherche de l'efficacité, que j'ai peut-être un fonctionnement trop business, mais que je considère que c'est vraiment primordial. Moi, je fais pas non plus de politique. Donc en fait mes anciens amis ne comprennent pas ce que je fais, mais ceux qui devraient être mes nouveaux amis ont du mal à m'accepter parce que je leur ressemble pas assez. Mais je suis un homme libre. Donc ok, tu as aligné tes valeurs, ton projet, tes produits, tes clients, tes prix, tout ça est cohérent. Est-ce que tu mesures bien le temps que ça va mettre à mettre en place tout ça? Parce que ça c'est lent. Et on est mal accompagné sur ces sujets qui sont lents. Et comment tu fais pour supporter ce qui est lent? Je sais pas, par exemple, garde un job à mi-temps en attendant que ça commence à pousser vraiment. Après, on voit. Mais ouais, première chose, la cohérence d'ensemble. S'il y a un groupe, cohérence entre eux. Est-ce que vous partagez bien le même système de valeurs? Est-ce que vous voyez bien les choses vraiment pareilles? Il y a des petits tests pour ça qui sont des fois assez révélateurs. Alors, le temps et puis la capacité à financer tout ça. Après, quand le projet est cohérent, si tu veux, tout le reste vient tout seul. Portrait de ferme, webinaires, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Alors une des preuves du retour du vivant, c'est que ici c'est très riche, du coup ça attire des bêtes de plus en plus grosses. Là on voit bien les sangliers sont venus manger des vers de terre. Il y a quelques années ils n'auraient jamais fait ça. Et alors ça nous embête, puis en même temps c'est une preuve que ça fonctionne. Alors on pourrait supprimer les vers de terre pour éviter les sangliers, mais c'est pas la bonne idée. Ici nous sommes dans le rucher. Le rucher est au centre du verger. J'ai installé ces ruches pour plusieurs raisons. Une raison, j'ai commencé de façon très pratique, c'est que des ruches dans un verger, c'est 10% de fruits en plus. J'ai voulu mettre des ruches parce que les abeilles sont un animal en danger et sans abeilles, pareil, on ira à la guerre entre nous pour manger. Un truc dont je ne m'étais pas aperçu, mais les clients me le disent, avoir des ruches au milieu d'un verger, c'est gage de qualité. Donc visuellement, quand les gens voient qu'il y a des ruches, ils pensent qu'ici, il y a quelque chose de qualité. Bon, le fait est que ça tombe bien comme ça aujourd'hui. Et la variété d'abeilles qu'on a choisi d'installer ici, c'est l'abeille noire de Normandie, ce qui est une variété rustique, résistante, qu'on voit au travail. Je ne sais pas si la caméra est assez puissante pour ça, mais malgré les conditions qui ne sont pas forcément celles d'un mi-septembre, ces abeilles-là, en ce moment, elles bossent. Et donc elles sont relativement résilientes aux caprices de la météo. On aurait des abeilles d'un autre genre, les apiculteurs appellent ça les jaunes, mais on serait peut-être obligé de les nourrir. Moi j'ai de nombreux collègues qui ont dû nourrir leurs abeilles en début de saison. Sinon, parce qu'on est dans le bon milieu, puis parce qu'on a choisi les bonnes... Oui, il refleurit une deuxième fois. C'est sûr, on va avoir les abeilles dessus. Ouais, non, mais c'est... Ah bah là, tu couvres particulièrement bien. Et tu vois, là, le figuier, il a été choisi. Ça va faire une boule de 2 mètres. Donc là, on voit très bien ce que ça va donner. Tu vois très bien notre abricotier qui va passer comme ça au-dessus.
guidé par les fils. Le figuier, il a été choisi parce qu'il va faire en gros une boule de 2 mètres de circonférence. Puis là, le couvre-sol, c'est romarin. Romarin, figue, abricot. C'est même inspirant au niveau cuisine, je pense. Ici, vous êtes en 3 bis. Au départ, on avait fait 12 séquences, 6 mois par demi-année. Puis après, il y avait tellement de possibilités de variétés qu'on a été un petit peu plus dans le détail. Donc 3 bis, la récolte, c'est en ce moment, c'est septembre. D'ailleurs, on voit, il y a quelques pommes derrière toi. Après, il y a peut-être eu beaucoup de récoltes. Donc ici, c'est une zone à framboises, en petits fruits. Il y a 6 zones à framboises, parce qu'il y a 6 variétés différentes. Pareil, on a cherché à avoir des récoltes qui se succèdent. Et physiquement, on est plutôt dans le bas du verger. Tu vois, on est 150 mètres à vol d'oiseau de la Seine. On est à 100 mètres d'une falaise assez abrupte. Donc on est peut-être aussi dans une zone où l'eau elle commence à se stocker avant de descendre la falaise. D'ailleurs ça se sent à la qualité du sol. Les zones dites 4, donc on est plutôt, on va faire la liaison septembre-octobre avec des variétés comme Cox Orange, Rouge du Limousin, les dernières Reines des Rainettes. C'est une autre variété de framboise là. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? On voit au loin, on devine. Les vignes, c'est quelque part, c'est ce qui a le mieux poussé cette année avec abricots et figues. Je vois des figues là. Ça, c'est assez incroyable alors qu'on est en Normandie. Voilà, on a bien cette succession. Et donc pour nous, la cueillette, elle se circonscrit dans des zones qui sont toujours bien délimitées. Et ça se fait assez facilement et le contrôle est assez facile du coup. Christophe a décidé d'avoir un verger très, très dense, hein, donc c'est très serré, les rangs sont espacés de 4 mètres et la forme de l'arbre va permettre de garder le passage, parce qu'il faut quand même pouvoir cueillir, il faut quand même pouvoir broyer le bois de taille, entretenir l'enherbement, etc. Donc on a choisi de palisser les arbres en fait. Donc cette branche-là par exemple, soit elle va sûrement être coupée, mais l'idée c'est de placer des branches à 45 degrés, faire plusieurs étages. Bon là, il commence à y avoir un petit surnombre de branches. Sur les deux, une des deux sera supprimée. Et puis, comme a dit Christophe, il y a beaucoup d'arcures d'utiliser. Donc la coupe de la branche, c'est vraiment le deuxième choix. Si on peut garder la branche en l'arquant, on la garde. Et si tu l'arques vers l'horizontale, au contraire, tu vas plutôt favoriser la production de fruits plutôt que de la production de bois. C'est vraiment, ça s'oppose en fait. En simplifiant, il y a deux productions dans l'arbre, le fruit et le bois, et ces productions-là, ils s'opposent. Et c'est vraiment par rapport à la position de la branche. Donc une branche verticale, elle aura tendance à plus produire de bois qu'une branche à 45 degrés ou à l'horizontale. Bon, après, il y a des sécrétions d'hormones, etc. On n'est pas là pour donner un cours de taille, mais le fait d'incliner la branche, on va limiter la longueur de la branche, la mettre à fruit, etc. Et puis c'est vraiment proportionnel. C'est-à-dire que cette branche-là, dans cet état-là, elle va doubler en longueur. J'aurai que quelques fruits à la base, alors que si je la place à 45 degrés, là la pousse sera moins importante et j'aurai plus d'induction florale sur la branche. Donc on met à fruit en fait en inclinant les branches. Assez facilement, et puis là surtout c'est pour éviter d'avoir des branches dans l'allée. Parce qu'avec ces porte-greffes là, très rapidement les branches se croiseraient sur le rang. Au niveau de l'ergonomie du travail, les portes, pour passer facilement de chaque côté du rang. Qu'est-ce que j'ai préconisé? Le goutte à goutte. C'est vrai qu'il n'y avait pas le goutte à goutte enterré, et puis augmenter la capacité de réserve en eau, qui n'était pas forcément suffisante à mon goût, et garder le verger au réseau, en sécurité. C'est important. Bon, cette année, il n'y a pas eu besoin d'arroser. Mais il y a des années où vraiment il y a besoin. Surtout qu'ici, c'est très intensif. Donc le besoin en eau, il est très important. Il y a plusieurs strates. Le sol est couvert par des aromatiques. Enfin, forcément, il faut de l'eau, même en Normandie. Les associations, c'est en train de se faire. La grosse problématique ici, pour moi, c'est remplacer la bâche qui va s'effilocher avec le temps par les couvre-sols. Donc ça, c'est beaucoup de temps. Effectivement, ça va prendre des années. Mais cette bâche tissée, elle s'enherbe, donc il faut l'entretenir. Et remplacer, ça c'est fait. Bon là, c'est de la mélisse. Mais là, voilà, cette bâche-là, elle est en train de s'enherber. Donc là, cet hiver, il y a un gros nettoyage à faire. Ça prend beaucoup de temps. En général, je préconise de l'organique. Mais le verger, il est vraiment très, très grand. Pour un verger naturel, c'est 4 hectares. Surtout, en général, ces surfaces-là, il est pâturé, le verger. C'est plutôt du pré-verger.
Mais là, vraiment, Christophe voulait quelque chose de très intense, donc il fallait pouvoir produire au sol, donc il n'y a pas possibilité d'associer des animaux. Et ça, il faut avoir conscience que c'est énormément de temps de mise en place. Alors une fois que c'est mis en place, il n'y a plus de souci d'enherbement, on est tranquille, mais c'est très compliqué. En général, on attend au moins 3 ans. Parce qu'en général, on utilise des couvre-sols qui supportent bien la mi-ombre, voire l'ombre. Donc ils sont favorisés par l'ombre, on aura moins de désherbage à faire. Donc, et c'est implanté, c'est des boutures tous les 30-40 cm en quinconce. Donc forcément, en général, soit on a les moyens, on achète, mais souvent, il faut les fabriquer, ces boutures. Donc on imagine qu'ici, je crois qu'il doit y avoir 8 km de linéaire. Ça donne une idée du nombre de plants et du temps pour implanter ce type de couvre-sol. C'est vraiment le sol, c'est essentiel, je dirais, puisqu'il ne peut pas y avoir d'arbres en bonne santé si le sol n'est pas en bonne santé. Donc on va travailler avant tout sur le sol. C'est la première chose d'ailleurs qu'on fait. C'est la première chose que Christophe a fait sur ce terrain, c'est-à-dire qu'il a commencé par sous-soler et semer en engrais vert, puisque le sol était très abîmé par le surpâturage et puis l'approche conventionnelle de l'ancien propriétaire. C'était azote soluble et surpâturage, donc un sol très tassé, appauvri. La vie microbienne était vraiment très, très, très faible. Là, ça remonte tout doucement, c'est très long. Et donc ça, on le mesure grâce à l'analyse électromagnétique. Et une analyse électromagnétique, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure du pH, du redox et de la conductivité, mais à 3 profondeurs différentes. Donc on va faire une mesure à 10 cm, 20 cm et 50 cm, et c'est la différence entre ces mesures qui nous donnent des indications sur la compaction du sol, par exemple. Un sol compacté, le redox va diminuer, alors que normalement il doit augmenter. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça nous permet d'être un peu objectif. C'est pas il y a les vers de terre, le sol est vivant, non, c'est pas que ça. Effectivement, c'est un bon indicateur, mais c'est pas suffisant. Et comme Christophe pulvérise des préparations biodynamiques sur son sol, ça nous permet de mesurer l'impact. On fait tous les ans cette analyse. La décompaction, oui, c'est en train de s'inverser. Donc là, le redox est en train de revenir dans le bon sens, donc d'augmenter avec la profondeur. Et la conductivité aussi augmente. Donc ça veut dire que la vie microbienne augmente petit à petit, mais en fait c'est très long. C'est vraiment très très long. Il y a eu une analyse physico-chimique de fait, ça elle est nécessaire aussi. On ne va pas mesurer la même chose, mais c'est vraiment important de connaître le taux de matière organique qui était, il faudrait demander à Christophe, je ne me souviens plus, ça fait 4 ans, on l'a quelque part archivé cette analyse-là. Il n'y avait pas de carence particulière, le pH était un peu faible, un peu trop faible, donc il a été remonté avec du carbonate de calcium. Et puis on voit maintenant il est au-dessus de 6, donc on est bien, donc forcément on corrige par rapport à ça aussi. Et c'est vrai que l'analyse physico-chimique, elle vient compléter l'analyse électromagnétique, c'est pas du tout, on ne mesure pas les mêmes choses. Les deux sont nécessaires. Ça c'est sûr, c'est des outils qui sont vraiment indispensables, surtout que là on cherche l'autofertilité. Donc là on va pas apporter de la nourriture directement assimilable, il faut passer par le cycle naturel. On apporte des branches, il faut absolument une vie microbienne importante. Donc on la mesure, on sait, on connaît les paramètres du sol autofertile, c'est pas un souci. C'est 1 ou 2 millisiemens, pour en parler en conductivité. Là on est à 0,3, 0,4 pour vous donner une idée. Donc on est loin du compte. On est loin, on peut vraiment augmenter encore la vie du sol. C'est vrai que là les arbres de service, économiquement, ça n'a pas forcément encore beaucoup de sens. Je dirais le sac d'engrais organique reste encore abordable, mais de plus en plus, ça aura du sens de produire son intrant, sa fertilité sur la parcelle, pour éviter le transport, en sachant que les engrais organiques sont quand même fabriqués grâce à l'énergie fossile, à l'énergie au pétrole, les bouchons de fientes de poules, les guano de poissons, etc. Et c'est entouré de plastique, et puis c'est fabriqué grâce à l'énergie fossile. Et en plus de ça, souvent ces arbres-là sont des gros réservoirs d'auxiliaires. Donc ça permet aussi de lutter contre les ravageurs du verger. Le sanglier, à part clôturer, si vraiment il y a une forte pression, la solution elle est en fonction de la pression. Si c'est une visite par mois, c'est pas, de temps en temps,
C'est pas très impactant, mais là, chez Christophe, oui, c'est impactant, donc c'est la clôture. C'est la clôture fixe ou électrique. Et pour les lièvres, c'est le manchon de protection. Donc à chaque arbre, on protège le tronc avec un manchon de protection. Donc il y a des manchons qui sont adaptés à la protection contre les petits rongeurs, lapins, lièvres, et d'autres contre les chevreuils. C'est plus ou moins c'est la hauteur. Et encore une fois, c'est en fonction de la pression. En général, en lisière de forêt, c'est pas suffisant. Quand on a vraiment des grosses pressions, chevreuil, voire cerf, il faut les manchons plus clôturer le verger, avec les inconvénients qu'ont les clôtures, c'est-à-dire l'entretien. Et puis, effectivement, on va empêcher le chevreuil de pénétrer dans le verger et de faire des dégâts. Aussi empêcher le renard de rentrer dans le verger, et lui est utile pour gérer la population de campagnols. Donc on peut aussi créer des déséquilibres en essayant de... Voilà. Donc il faut essayer de laisser un passage pour le renard. Et puis peut-être que c'est impactant jeune verger. Et dans un verger adulte, quelques dégâts de chevreuil peuvent être tolérés. C'est pas vraiment, encore une fois, en fonction du contexte. Ah non, là il faut nettoyer. Donc voilà, c'est ce geste-là. Et puis après, c'est une croix et on plante la bouture. Ça prend beaucoup de temps, on pourrait le mécaniser. Okay. C'est possible avec une brosse. Ça pourrait être mécanisé, ouais. Voilà, mais en général, c'est plutôt de l'organique. Donc on vient recharger tous les ans ou tous les 2 ans si on utilise de la paille de lin. Mais c'est rechargé, donc il y a moins d'entretien en fait. Et au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, on va implanter en général plutôt du lierre. Il y a des variétés de géranium qui couvrent le sol très rapidement. Il y a quelques lierres terrestres, lierres grimpants. Il faut faire attention à ne pas le laisser monter sur les branches. Enfin, c'est embêtant, pas pour l'arbre, mais pour nous, pour les interventions de récolte et de taille. Mais pour l'arbre, ça ne lui pose pas forcément de problème. Donc on va beaucoup plus vite que lui. Hein. Donc même s'il fait une pousse de 40 cm tous les ans, il faut la couper. Mais comme de toute façon on intervient tous les hivers. Tous les hivers, il y a une taille de fête, c'est vite. Et une fois que le lierre a couvert le sol, c'est un très très bon couvre-sol. Et puis c'est le couvre-sol ici naturel. Toutes les lisières de bois et de forêt, souvent c'est le lierre qui couvre le sol. Donc c'est très bien adapté, il ne faut pas en avoir peur. Et puis il y a énormément d'avantages, c'est très intéressant déjà pour éviter l'enherbement, mais il nourrit les oiseaux à l'automne, voilà, c'est mellifère, c'est un gros réservoir d'auxiliaires, enfin c'est très intéressant. Mais là Christophe, il a complexifié encore plus que ça, puisque lui, son couvre-sol doit être commercialisable. Donc c'est de l'aromatique, des fraises des bois, etc. C'est encore plus complexe. Pour nourrir le système, c'est ce qu'on appelle les arbres de service. Donc c'est l'acacia que tu as derrière toi, je ne sais pas si tu peux... Donc cet acacia là, je pense là cette année, il sera trogné pour produire du BRF. Donc régulièrement, il y a des arbres de service répartis dans le verger. Pour produire du BRF, donc des tonnes de BRF, il faut des tonnes de BRF parce qu'on sort tous les ans un verger comme celui, enfin en général en verger, on sort 80, 100 unités d'azote par hectare, 100, 120 unités de potasse par hectare, il n'y a pas de miracle. Même si on cherche l'auto-fertilité, il faut quand même à un moment donné les restituer. Voilà, pour qu'on ait un bilan neutre, voire même positif. Donc il y a beaucoup d'arbres de service dans un verger naturel. Ça représente en général, ça dépend ce qu'on utilise comme porte-greffe, mais en général c'est presque un tiers des arbres. Donc en plus il est fixateur d'azote, l'acacia. Donc il restitue normalement un peu aux plantes voisines, mais c'est pas difficilement mesurable. Moi, ce que je mesure, c'est les quantités, les tonnes en fait, de BRF qu'on met au sol. C'est plus facile à mesurer. C'est une trogne qu'on fera sûrement ici. Donc c'est la première fois. C'est la première fois cette année qu'on va le trogner. Puis ensuite, les pousses feront au moins 2-3 mètres. Hein, et tous les ans, tous les 2 ans, il sera coupé régulièrement. Après, on pourrait aussi produire des piquets avec. Hein. Là, un beau piquet à faire. Il y a un autre couvre-sol qui a très bien fonctionné, c'est l'origan. Et alors là, évidemment, il est séché. On va le couper. Tu as compris, ça va passer de là à ici. Mais ça, cet été, c'était plein de papillons. En fait, le surplus vient en paillage. Enfin, en paillage, vient sur le tas de compost. Nous, on a vendu beaucoup de bouquets d'origan sec. Il y a des gens qui en ont pris pour passer la saison. Et puis, quand on va venir nettoyer tu vois, je le fais un peu là machinalement. Quand on va venir nettoyer, je sais pas, au mois de novembre, on va couper notre origan ici à 5-6 cm et tout ça va basculer là. Et rien que de le manipuler, ça sent bon.
Et toi, je suis certain d'une chose, c'est que les parfums de l'origan vont influencer ou influer les parfums des fruits. Et ça sera unique. J'avais vu un reportage là-dessus sur le meilleur cacao du monde. Et l'agriculteur costaricain, il avait mis son cacaotier dans la forêt vierge. Et les fleurs des forêts vierges parfumaient le cacao. Et l'acheteur suisse expliquait ça très très bien, c'est vraiment formidable. Tu vois, Angéline, ici, on a vraiment on a un exemple d'un arbre qui n'a pas été soigneusement taillé. Donc, tu vois, il manque des branches ici ou là. Puis, à partir du moment où ça commence à bien partir, bah là, on voit les bourgeons à fruits de l'an prochain sont déjà là. Bourgeons à fruits, bourgeons à fruits, bourgeons à fruits, bourgeons à fruits. J'en ai jusqu'ici. Après, ça, c'est la pousse de l'année. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, si on a déjà cueilli ou pas, peu importe. Mais on voit bien ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des longueurs de branches. Et puis un fruit tous les 15 cm. Tu vois, ici, on a reproduit la même logique que dans le verger, c'est-à-dire que l'interrang, les maraîchers appellent ça le passe-pied, on charge de matière organique. Là, c'est du bois broyé, alors il y a l'effet esthétique, mais il faut voir que pendant la saison, ça va se transformer en terreau. Quand on reforme notre passe-pied, on bascule directement le terreau là où il va être consommé. C'est la même logique, si tu veux, que dans le verger. Et de ce point de vue-là, ici, on est autonome, pareil, en matière organique. Loin, à moins que ça... Ici, il y a les couleurs qui sont sympas. Là, au niveau couleur, tu as le orange du souci et le violet de la facélique dans les carottes. Voilà, des trucs, des machins, on se faisait bouffer. En fait, on les cache au milieu des plantes. Du coup, ils ont le temps de pousser. Et regarde, là, on a réussi, super. L'an prochain, on refait le même. Des zones sauvages. Partout, partout, partout. Donc, parce qu'on est dans cette recherche du bon équilibre. C'est le fruit le plus vitaminé, le fruit européen le plus vitaminé. Donc on pourrait s'amuser à faire une petite récolte. Bon, on ne s'est pas amusé à le chiffrer, ça. Pour moi, c'est uniquement plan de campagne. On voit que l'arbre, il a certainement été mieux conduit. Alors nous, on pratique l'éclaircissage. Donc là, il nous reste pomme, 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 pomme. Ça doit vous rappeler la musique, ça. Pomme. Là, on obtient vraiment ce qu'on veut. Et tu as compris, l'an prochain, il y aura pomme, pomme, pomme là-dessus. Et puis là-dessus, qui aura fait un bout. On pratique ici l'éclaircissage. Pour deux raisons. La première, c'est que vu la taille de nos arbres aujourd'hui, on veut privilégier la fabrication de bois supplémentaires, de longueur de bois supplémentaires à la production de fruits. Parce qu'en fait, c'est notre récolte future. Donc il faut bien voir que là, on a fait 1, 2, 3, peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 40 cm en plus. 40 cm, c'est 3 fruits. Je te laisse faire le calcul. La deuxième chose, éclaircir, ça permet d'avoir des gros fruits. Donc là, on a ça, c'est formidable. Ça, tu présentes ça sur le marché, ça part tout de suite. Hein. Et tiens, tu vois, bizarrement, tu as vu, on est au mois de septembre, on a un pommier qui fleurit. Donc éclaircir, ça permet de privilégier le bois et de faire des plus gros fruits. C'est une action indispensable. Ça fait partie de l'action taille en verre, dont je parlais plus haut dans l'entretien. Ça, on le fait 2 fois par an. Hein. Et ça peut être un gros boulot, surtout s'il n'y a pas eu de coup de gel comme cette année. Alors, physiquement, c'est pas difficile, mais il faut faire bouquet par bouquet. Donc sur 1800 arbres fruitiers, ça fait quand même un peu de temps à passer. Tu choisis la pomme la plus belle dans le bouquet, puis tu la gardes, c'est tout. Hein. Mais voilà, cette branche-là, on ne va pas la tailler, on va l'accrocher avec un élastique ici. Puis là, l'opération de taille, donc d'entretien, elle est terminée. Et on voit bien, voilà, ce qu'on essaye de faire, des linéaires. Le plus de linéaire possible. Pour la petite histoire, ça c'est vraiment du caoutchouc, donc c'est vraiment tobier. Alors que la plupart des élastiques sont en plastique. Ça c'est des élastiques en caoutchouc. On a voulu faire quelque chose qui se récolte de juillet à décembre. Donc il a fallu sélectionner des variétés de pommes et de poires principalement qui se récoltent de juillet à décembre. Donc tout ça existe bien, et en particulier en Normandie, le catalogue est particulièrement riche. Les anciens Normands étaient très 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 riches. Et à l'intérieur de ces choix d'arbres possibles, nous on a fait avec François une sélection simple, santé, saveur. Donc ce qui était le plus goûtu ou le plus prisé, je te donne un exemple, la rainette du Mans, c'est la pomme pour faire la tarte tatin. Voilà. Donc on a mis des rainettes du Mans. Et voilà, tout a été choisi sur des critères comme ça. Puis après, des trucs un peu plus marrants, genre la pomme d'api. Tous les enfants ont chanté sans savoir que c'était une vraie pomme. Du coup, on a remis des pommes d'api. Et puis s'il s'avérait que c'était pas une bonne pomme au sens gustatif,
on la remplacerait, tout simplement. D'ailleurs, on goûte tout ce qu'on vend. Il y a 68 variétés de pommes, il y a une trentaine de variétés de poires, il y a 3 variétés d'abricots, il y a 3-4 variétés de pêche, il y a je ne sais plus combien de variétés de cerises. Oui, pour jouer l'étalement, tu es obligé de varier les espèces, et encore une fois, on les goûte. Il y a plusieurs variétés de raisins. Le muscat bleu, c'est une valeur sûre, par exemple, en matière de saveur. Et vu qu'il n'est pas traité ici, le raisin est particulièrement, au niveau santé, appréciable. Puis ça capte l'eau, tu vois, l'eau du coup stationne un peu ici, puis se rediffuse ensemble, et puis du coup, regarde les belles pommes. Et là, l'eau de la mare, de l'autre aussi d'ailleurs, c'est l'eau de la serre qui est récupérée. C'est-à-dire au pied de la serre, les plastiques de la serre tombent dans une bâche plastique. Il y a un drain agricole qui récupère la flotte et qui conduit l'autre de chaque côté. Un point d'eau, des points d'eau, c'est indispensable. Il faudrait qu'il y en ait un à l'hectare. Dans toute exploitation, partout où on veut du vivant, il faut qu'il y ait de l'eau de toute manière. Pas forcément des gros trucs. Et alors aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement vivant ici. La sauge dégage des huiles essentielles qui protège tout notre système respiratoire. Donc en fait, je pense que ça participe à la santé de l'ensemble. Tu sais, on avait parlé de conduite d'arbres. Pour quelqu'un qui n'aurait pas trop de temps à consacrer à ça, qui aurait une espèce de terrain comme ici à occuper, le système multi-axe, alors ça c'est quasiment ce qui est de plus facile à entretenir. On voit bien que la récolte, elle se fait le long des axes des branches, et on peut même se permettre de faire passer des animaux en dessous. Ça c'est facile, pas cher, et ça permet plusieurs ateliers sur le même espace. Alors ici on est dans une zone, en fait quand on a fini de dessiner le plan, il nous restait cette surface, on s'est demandé quoi en faire. Et c'est Mathias André, notre conseiller, qui nous a suggéré ça. Des fameux arbres en multi-axe, c'est facile à entretenir. Ça permettrait, parce que c'était notre idée au départ, de mettre des animaux en dessous. Il y a toute la place pour un mouton, un cochon, des oies, ce que vous voulez. Et puis là, le principe, il est simple. D'ailleurs, on voit la pousse de l'année. L'arbre, il est étayé à la hauteur qu'on veut d'ailleurs. Et puis, la récolte se fait le long d'un maximum d'une douzaine de branches qu'on va garder. Et avec le poids des fruits, les branches vont plier. Donc ça, c'est vraiment un système simple, efficace. Facile, c'est peut-être le système le plus facile. Tu vois, je suis en compagnie de Mop devant des tables de culture. On les a sorties parce qu'il a fait chaud cet été, l'été qui était très court. Et dans la serre qui est derrière toi, tout démarre. Tu vois, par exemple, là-bas, on voit, j'ai des bouquets de menthe, mais j'ai aussi les 2 plaques blanches, c'est de l'hysope. C'est les futurs plants de couvre-sol de la 3e ou 4e bande qui est derrière moi. Le reste des plants va aller dans le maraîchage. Mais il y a beaucoup de nos itinéraires techniques, je vais reprendre un mot que tout le monde comprend, qui démarrent sur les tables de culture. Alors après, on peut montrer ce que ça donne, parce que justement, c'est intéressant. Donc une fois que c'est sur la table de culture, ça vient être installé ici dans le verger. Donc là, on voit qu'on a installé de la sarriette. Voilà, donc là, notre sarriette, c'est l'aromatique. Ici, on n'a pas encore mis de buissons. Là-bas, peut-être qu'on voit des murs. Puis on a nos pommiers qui sont juste au-dessus. Là, on a une plante qui s'appelle la livèche. On en a mis de temps en temps sous nos arbres. Donc le process, c'est ça. C'est vraiment semis, implantation et bande par bande.